Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Nous allons entamer aujourd'hui la deuxième capsule dans le cadre du cours Aménagement, itinéraire et produits touristiques patrimoniaux. Il s'agit d'étudier le cadre théorique de l'itinéraire culturel. Ce cours est destiné, comme on l'a dit, à la licence professionnelle promoteur du patrimoine territorial à valeur touristique et la licence professionnelle ingénierie du tourisme. Ce cours est réalisé en collaboration entre le professeur Saïd Boujrouf du département de géographie de la faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech et Veronica Blanco Magariños de l'Université de Santiago de Compostela en Espagne, à l'occasion de son passage et son stage effectué au laboratoire Lerma à la faculté de lettres de Marrakech. Donc ce deuxième cours, cette deuxième partie se concentre essentiellement sur les itinéraires culturels. Les itinéraires culturels, c'est une nouvelle catégorie patrimoniale qui est le résultat et le témoignage du passé, des idées, des savoirs, bien sûr, et des savoir-faire. Les itinéraires culturels montrent l'évolution de la notion de patrimoine et sa projection dans la société actuelle. Ça veut dire, ils montrent bien quel intérêt pourrons-nous donner au patrimoine et patrimoine culturel, quelle place prennent dans la société contemporaine. Et quand on développe des itinéraires, cela montre qu'on s'intéresse vraiment à cette branche de notre patrimoine et qui montre la richesse de notre nation ou de notre région. Bien sûr, la montrer aux autres, mais aussi c'est un reflet aussi que l'autre s'intéresse à notre culture et à l'échange entre les différentes cultures. Les itinéraires culturels touristiques sont subordonnés à une demande et à un objectif qui est le développement du tourisme culturel. Bien sûr, le cadre, c'est un cadre de développement de tourisme culturel. Et les itinéraires culturels sont un outil pour établir des liens entre les différents éléments patrimoniaux en marge de sa nature et dans un paysage en contribuant à forger l'identité culturelle, la compréhension et le respect vers la diversité du patrimoine. Donc c'est une plateforme qui essaye de connecter les différentes sociétés, les différentes cultures et faire émerger des territoires patrimoniaux qui ont une place importante dans une société qui fabrique ou qui produit ces itinéraires touristiques ou bien la société qui consomme aussi ces produits touristiques. Pour les itinéraires culturels et touristiques, le patrimoine est une ressource qu'on pourrait mobiliser pour valoriser un territoire, valoriser un patrimoine et faire un développement territorial de la zone concernée par cet itinéraire culturel. En Europe, le programme des itinéraires culturels a été lancé par le Conseil de l'Europe en 1987. Le 23 octobre, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle inaugurent les programmes des itinéraires culturels européens du Conseil de l'Europe. Donc c'était un des premiers exemples qui édifie des itinéraires culturels touristiques.
Les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe participent à la construction européenne en s'appuyant sur le patrimoine. Ça veut dire que le patrimoine peut être une plateforme qui essaye et qui participe à une construction européenne basée sur un patrimoine commun ou un patrimoine qui appartient à tous les Européens. Ces itinéraires favorisent la valorisation de la mémoire, de l'histoire et de patrimoine européen et les échanges éducatifs. Ils encouragent la pratique contemporaine de la culture et des arts, ainsi que le développement territorial et le tourisme culturel durable. L'Institut européen des itinéraires culturels se situe au Luxembourg et créé en 1998 pour mettre en œuvre un programme ou des programmes de ce genre, ça veut dire des itinéraires culturels et touristiques qui se basent sur le patrimoine comme ressource pour le développement et pour la cohésion territoriale. Ici, on s'adresse ou on prend comme référence les COMOS, c'est le Conseil international des monuments et des sites. Lui, il définit un itinéraire culturel comme une voie de communication terrestre, aquatique, ou qui pourrait être terrestre ou aquatique ou mixte ou autre, déterminée matériellement et possédant une dynamique et des fonctions historiques propres au service, avec un but concret et déterminé. L'itinéraire culturel doit aussi réunir quelques conditions. Si on prend, si on essaye de prendre trois. Le premier ou la première condition, apporter le témoignage de mouvements interactifs de personnes et échanges pluridimensionnels, continus et réciproques des biens, des idées, des connaissances et des valeurs sur des périodes significatives entre peuples, pays, régions ou continents. Donc c'est un témoignage fort de mouvements interactifs de personnes et d'échanges pluridisciplinaires dans le cadre d'une culture et d'un territoire uni. Avoir apporté une fécondation en deuxième lieu, avoir apporté une fécondation mutuelle dans l'espace et dans le temps, des cultures impliquées qui se manifestent dans son patrimoine tangible comme intangible. Donc c'est le reflet vraiment d'une mutualisation de différents patrimoines européens. Avoir intégré dans un système dynamique les liaisons historiques et les biens culturels associés à son existence. Donc, c'est pour démontrer qu'il y a et que ça continue les liens historiques qui réunissent les différentes cultures d'un continent ou d'un espace donné. Dans cet ordre d'idées, il y a un certain nombre des exemples de thèmes élus pour classer les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Et on trouve qu'on a publié ou produit plusieurs itinéraires culturels qui ont des références soit pour célébrer des personnages européens comme Saint-Martin de Tours, comme les voix de Mozart, ça veut dire spécifier et localiser et connecter les différents lieux de passage de Mozart en prenant en compte sa musique, la culture liée à cette musique. Aussi les chemins de pèlerinage, comme ceux de Saint-Jacques, la route
passionnante dans le nord de l'Espagne avec des intérêts culturels et motifs spirituels rassemblés tous ensemble pour attirer des millions de clients qui visitent ce site et ces sites ou ce chemin. Aussi, l'influence monastique pour célébrer les monastères et leur importance patrimoniale et culturelle, comme le réseau des sites clunisiens. C'est le grand réseau monastique médiéval d'Europe occidentale. Et aussi le patrimoine industriel en Europe, aussi pour célébrer les routes du fer dans les Pyrénées comme exemple, ou la route du fer en Europe centrale. Il y a d'autres itinéraires culturels comme ceux de l'héritage al-Andalus et le chemin de la langue castillane et son expansion en Méditerranée, les itinéraires européens du patrimoine juif, la route européenne du patrimoine des villes thématiques. Pour l'exemple du Maroc, ces routes, il faut y penser vraiment parce qu'il y a un grand patrimoine culturel du Maroc, soit classé, soit en cours d'être classé, soit qui n'est pas encore classé mais on le connaît, il est détecté, connu, on connaît vraiment ces lieux. Donc des exemples du patrimoine mondial culturel au Maroc et de l'UNESCO et qu'on devrait prendre en compte dans le montage des routes ou des itinéraires touristiques. Il y a le patrimoine mondial culturel, comme exemple la Médina de Fès, reconnue comme patrimoine mondial depuis 1981, la Médina de Marrakech depuis 1985, Qasr Ait Ben Haddou depuis 1987, la ville historique de Meknès en 1996, la Médina de Tétouan 1997, le site archéologique de Volubilis en 1997, la Médina d'Essaouira, l'ancienne Mogador en 2001, ville portugaise de Mazagan, Al-Jadida en 2004, Rabat, capitale moderne et ville historique, un patrimoine en partage reconnu dans cette liste à partir de 2012. Et il y a aussi des sites sur la liste indicative de l'UNESCO qui se demandent d'être vraiment parmi la liste du patrimoine mondial culturel du Maroc. Donc Moulay Idriss Zerhoun, qui est déposé depuis 1995, Taza et la Grande Mosquée en 1995, la Mosquée de Tinmel en 1995, Ville de Lexus en 1995, Le Gour en 1995, Grotte de Tafourelt en 1995, Parc naturel de Talasmtan en 1998, etc. Aire de Drogonnier, Ajgel, Lagune de Khnifis, le Parc national de Dakhla, l'Oasis de Figuig, Casablanca, ville du XXe siècle, au carrefour d'influence, le chapelet d'Oasis de Tirmart, au sud, dans la région de Glumim, la région pré-saharienne de Ouadnoun, c'est toujours la région de Glumim. Et aussi, on peut parler aussi de la liste, cette fois-ci la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Maroc, reconnue aussi par l'UNESCO. On cite les exemples de l'espace culturel de la place de Jemaa el-Fna, reconnu en 2008, le Moussem de Tantan, qui concerne les nomades du Sahara, reconnu aussi en 2008, et le Festival des cerises de Sfro, reconnu en 2012. La fauconnerie, un patrimoine humain vivant depuis 2012, la diète méditerranéenne 2013, l'argan, pratique et savoir-faire lié à l'Arganier ou la réserve de biosphère de l'Arganier reconnue en 2014,
les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associées au palmier dattier reconnu en 2019, le festival de Gnawa d'Essaouira reconnu aussi en 2019. Donc il y a vraiment une variété de patrimoine culturel, matériel et immatériel reconnu au niveau mondial pour le Maroc. Et le Maroc devrait faire beaucoup d'efforts pour euh, innover dans la création d'itinéraires et de routes culturelles entre ces différents sites pour vraiment attirer plus de clientèle et surtout la clientèle qui se concentre et qui consomme essentiellement ce marché culturel et ces échanges culturels entre les nations. Et bien sûr, il y a quelques exemples aussi, cette fois-ci comme les routes de dialogue de l'UNESCO. L'un des objectifs de l'UNESCO est de parvenir à la compréhension des peuples et une culture de paix dans un cadre de tolérance dans lequel la liberté d'expression est garantie et comprend que l'organisation des itinéraires culturels favorisera le dialogue interculturel. Les projets actuels et en cours et qu'on trouve la route de l'esclavage en Afrique, nouvelle plateforme en ligne des routes de la soie entre la Chine et l'Europe essentiellement, et les projets passés déjà réalisés, plan Arabia, projet Caucase, dialogue interculturel en Asie centrale, les routes du fer en Afrique. Donc vous voyez que il y a toute une panoplie et une différence d'offres et de possibilités d'offres touristiques dans tout ce qui relève du patrimoine et de la culture au niveau local, au niveau mondial. Et ça donne plusieurs idées pour vraiment développer le tourisme culturel, le tourisme durable, le tourisme qui prend son assise sur le patrimoine et bien sûr fait en sorte de connecter des espaces différents ou de cultures différentes et encourager l'échange culturel, l'échange entre les différents cultures, etc. Et tout cela demande à nous préparer pour réaliser ces itinéraires touristiques à valeur patrimoniale ou à valeur culturelle. Pour le tourisme, les itinéraires sont un outil qui facilite aux touristes la découverte d'une ville, une région, un pays ou un espace quelconque qui a des potentialités touristiques, en s'appuyant sur la culture et l'environnement. À cet effet, il faut bien sûr des infrastructures touristiques, la commercialisation des itinéraires, la recherche du développement touristique et économique, la signification culturelle, environnementale et s'adresser aussi à la population, ça veut dire monter des projets qui fait l'inclusion de la population locale dans ces projets. Mais les itinéraires culturels dans le marché touristique, il faut savoir que le patrimoine offre beaucoup de possibilités pour la création des itinéraires. Et on peut monter des milliers d'itinéraires culturels, d'itinéraires à valeur patrimoniale. Mais il faut faire très attention que la société cherche des alternatives pour profiter de son temps libre, mais en même temps veut apprendre et découvrir.
C'est pourquoi il faut faire très attention quand on voudrait produire un itinéraire touristique, qu'il y ait des compteurs derrière nous, ça veut dire des compteurs euh, qui font des statistiques, qui, euh, qui s'intéressent à ce qu'on produit et les valorisent, et les évalue, et les critique, etc. Ça veut dire que ce n'est pas une opération facile. Et surtout maintenant avec le digital, avec l'électronique, avec toutes ces plateformes de partout dans l'Internet, euh, on a des appareils de mesure qui mesurent ce qu'on présente. Donc, et qui évaluent ce qu'on présente. C'est pourquoi il faut faire très attention à cette question de digitalisation. Et en même temps, il faut faire très attention à ce qu'on produit pour qu'il soit vraiment acceptable, bien évalué, parce qu'il y en a des milliers de plateformes qui nous évaluent de partout et qui voient et qui peut critiquer les produits qu'on produit sur le marché et bien sûr sur Internet aussi. Et c'est pourquoi il faut y avoir différentes initiatives, la connexion entre les différents acteurs, la concertation et harmoniser et savoir les offres qui se trouvent sur Internet pour comparer et aussi prendre en compte les spécificités locales qui donnent un cachet spécifique aux produits qu'on produise sur le marché. Mais il faut toujours aussi faire très attention à la rigueur, comme on dit, et à la qualité, bien sûr, parce que, euh, comme je disais, maintenant il y a des appareils de mesure et aussi euh, il y a des labels et, qui exigent la qualité et la rigueur. Donc il faut prendre tout cela en compte. Parfois, on utilise ces itinéraires qu'on produit comme un moyen pour gagner de l'argent, en vendant des faux itinéraires culturels qui peuvent devenir un risque pour le patrimoine reconnu au niveau national ou au niveau international, comme on a dit tout à l'heure, reconnu par l'UNESCO, les COMOS ou l'Organisation mondiale de tourisme, ou reconnu au niveau du ministère de la Culture, au niveau national. Donc, s'il n'y a pas de rigueur et on ne cherche pas la qualité et la transparence dans ce qu'on produit, on est affronté au risque de perdre le marché. Et pour la création des itinéraires touristiques, culturels ou à valeur patrimoniale, il faut se concentrer dans un ou plusieurs aspects qui donnent identité au projet. Et la thématique doit se fonder sur une réalité sociale sans opportunisme comme on a dit, avec une rigueur bien sûr. Il faut développer l'idée, la consolider et la commercialiser. Il faut avoir les infrastructures adéquates. Il faut satisfaire bien sûr les touristes, les fournisseurs et la population aussi, la population qui vit avec le projet et qui vit dans le projet et qui profite et qui devrait profiter du projet. Chaque projet doit être unique et adapté à la réalité sociale, culturelle, économique et historique du lieu où se développe l'itinéraire. Bien sûr, il faut éviter les copier-coller des expériences et des projets existants ailleurs dans le monde, mais peut-être s'inspirer, oui, s'adapter, c'est nécessaire. Mais l'originalité, elle est importante parce que quand on montre la spécificité d'un projet ou d'un territoire, on est
plus bien positionné sur le marché pour trouver la clientèle qui pourrait consommer cette spécificité et bien sûr aussi la qualité de produits et les assurances qu'on donne avec. C'est aussi important la coordination et la collaboration entre les différents acteurs. Donc, quelles sont les ressources pour la conception et la programmation des itinéraires? L'Organisation mondiale du tourisme fait la différence entre le patrimoine touristique et la ressource touristique. Le patrimoine touristique, c'est le potentiel patrimonial qui peut être utilisé par un processus de transformation pour répondre aux besoins du tourisme. Alors que la ressource touristique, tous les liens, tous les biens et les services qui rendent possible le tourisme et répondent aux besoins de la demande sont des ressources touristiques et bien sûr qui peuvent être mobilisées comme patrimoine touristique dans une offre touristique. Et pour qu'un bien patrimonial se transforme en une ressource touristique, il est nécessaire de le mettre en valeur par des infrastructures et des services qui le rendent plus accessible. Il est convenable d'associer la ressource principale et d'autres secondaires pour enrichir l'itinéraire. Bien sûr, on concentre sur un patrimoine important, reconnu par exemple par les COMOS ou par l'UNESCO, et on ajoute d'autres composantes secondaires pour enrichir l'itinéraire, ou bien plusieurs éléments centraux du patrimoine et en même temps on diversifie et on complète avec des ressources touristiques ou des ressources patrimoniales secondaires. Sur ces questions de thématiques, on peut faire un classement ou une typologie élémentaire qui prend ces dimensions. D'abord, dimensions territoriales et géographiques, comme les itinéraires écologiques, géologiques, de montagnes, de fleuves, de paysages. Ça veut dire qu'ils ont, ces itinéraires, une assise géographique, une assise territoriale. Et en même temps, ils peuvent avoir une dimension historique, comme itinéraire des sites archéologiques, d'histoire, de personnages historiques, etc. Ou de dimension artistique, les itinéraires de châteaux, de palais, de villes patrimoine mondial, monuments, etc. Ou une dimension littéraire, comme les itinéraires sur les auteurs, les grands écrivains, les personnages, les voyages, etc. Aussi, ils peuvent avoir la dimension activité économique, comme les itinéraires sur le patrimoine industriel, ou du miel, ou de l'olive, ou l'olivier, ou ethnographique, à dimension ethnographique, comme les itinéraires sur l'art populaire, les traditions, l'artisanat, la gastronomie. Et dans la pratique, la création des itinéraires patrimoniaux ou à caractère patrimonial et touristique, pour commencer, il faut une méthodologie, une vision multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il faut mobiliser nos connaissances acquises dans les différents cours de la licence. Je voudrais dire que le montage d'itinéraires touristiques vous interpelle à revenir vraiment sur les cours et les travaux pratiques et dirigés que vous avez eus dans le semestre précédent et le semestre actuel. Ça veut dire tout ce qui relève du marketing, de la gestion de création et gestion d'entreprise, le droit du tourisme, etc. Les matières que vous avez vues, l'itinéraire touristique,
les interroge tous ces cours les interrogent pour mobiliser les informations et les savoirs et les pratiques que vous avez appris devront être manifestés dans la méthode de montage d'itinéraires touristiques. Et bien sûr, d'un autre côté, c'est essentiel de connaître le contexte, ça veut dire la réalité, l'environnement. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un document Word qui sera dans le site avec ces cours pour vous aider à aller sur des sites, des vidéos, des photos, des méthodes, etc. pour vous aider vraiment à connaître le terrain sur lequel vous allez travailler dans la région de Marrakech, ça veut dire en zone de montagne de Toubkal. Euh, Ça va vous aider vraiment. Il faut savoir que quand on parle de la méthodologie ou de la méthode de réalisation d'un itinéraire touristique, c'est pas une question facile, première chose. Deuxième, il n'y a pas une méthodologie unique, standard. Euh, mais il faut avoir des règles à suivre. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine capsule. Ça veut dire qu'il y a des techniques, il y a des règles à suivre, mais ce n'est pas une méthodologie unique. Mais sachez bien que il faut s'appuyer essentiellement sur un certain nombre de questions qu'il faut poser, qui, quand, comment, combien, où, etc. C'est des questions qui vont vous aider à créer votre itinéraire, mais aussi de faire un essai de méthodologie spécifique à vous-même et à votre expérience et à votre sujet ou à votre itinéraire que vous avez choisi de monter. Bien sûr, il y a deux grands blocs de questions. Euh, des questions qui sont autour de pourquoi et des questions qui sont autour de comment, euh, comme par exemple pourquoi apprendre, être entendu, comprendre, influencer, réseauter, vendre, être vu, communiquer, partager, etc. Et comment, euh, quelle stratégie, levier, méthode, astuce, meilleure pratique, erreurs, outils, trucs, etc. Comment mobiliser tout ça et quels sont aussi ces éléments et comment les faire fonctionner pour produire de la matière grise et l'organiser et la faire publier, la faire sortir et de la faire passer d'une idée ou de faire passer votre itinéraire d'une idée à un projet et d'un projet à la mise sur le marché. Et l'objectif général, quand on trace un itinéraire, il est très important de comprendre l'objectif principal au général, bien sûr aussi, et le spécifique. La plupart des itinéraires ont comme priorité la promotion du tourisme et le développement économique ou territorial d'une région, sans oublier l'importance et la valeur du patrimoine qui est généralement la ressource essentielle. Et les objectifs spécifiques, ils doivent être clairs, concis et mesurables, ce qui va contribuer à atteindre l'objectif bien sûr principal. Et c'est pourquoi il faut faire très attention à ce que votre projet, votre produit, votre itinéraire soit spécifique, soit mesurable. Donc spécifique, ça veut dire ce qu'on offre. Il est vraiment spécifique. Mesurable, ça veut dire qu'il y a des indicateurs sur lesquels on peut s'appuyer pour mesurer la qualité, l'efficacité, l'efficience de votre projet. L'acceptabilité, ça veut dire est-ce qu'elle est attirant, réaliste, est-ce qu'elle est réalisable,
est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de difficultés majeures dans ou l'impossibilité de sa réalisation dans la réalité. Et bien sûr, il faut qu'il soit limité dans le temps, bien sûr, et l'espace aussi. C'est pourquoi on utilise cette abréviation de SMART pour à respecter, bien sûr, dans les objectifs spécifiques pour arriver à réaliser euh, un projet d'itinéraire ou d'une route touristique ou un trajet touristique comme il faut, ou respecter au moins les basiques d'un produit et d'un itinéraire touristique. En ce qui concerne l'inventaire des ressources et la récolte des informations, qui est une phase importante et qu'on devrait faire ou savoir ou connaître, avant de concevoir la route ou l'itinéraire, il est nécessaire de connaître les ressources et toutes les informations pour faire un inventaire comme on a dit au début. Cet inventaire devrait être accompagné d'une étude du potentiel des ressources, de leur état et de leur faisabilité pour l'inclusion dans l'itinéraire. Il est également très important d'établir la relation entre eux et marquer l'importance de chacune pour le développement de l'itinéraire. C'est pourquoi il faut se préparer vraiment à l'étude de marché qui est une étape aussi importante que celle de préparation de terrain et de l'offre touristique ou sur lequel on se base pour produire un itinéraire touristique. Là, il faut faire travailler un peu tout ce qui est marketing, recherche, relation avec le marché, répondre aux besoins, à la demande du marché, aux évolutions des marchés et bien sûr aux innovations, dans notre cas patrimonial, dans le cas pour affronter le marché bien sûr. Donc il faut faire une analyse ou une étude du marché potentiel du point de vue qualitatif et quantitatif pour savoir et connaître qui pourrait être intéressé, quel genre de tourisme faire valoriser et promouvoir, la place et la position de la population locale dans le projet, les infrastructures touristiques, les hôtels, les restaurants, le taux d'occupation qu'ils ont, etc. Et bien sûr, généralement, pour les, les projets d'itinéraire culturel et patrimonial, on a trois groupes de clientèle ou de public qui pourraient être intéressés. D'abord, le public à accueillir, c'est le public présent sur les sites ou les événements culturels. Donc c'est un public de proximité en majorité. Pour nous, Marocains, c'est essentiellement les Français. Mais il y a d'autres nationalités qui s'intéressent au marché marocain, mais la majorité vraiment, c'est le marché français. Ensuite, le public potentiel. Il faut le chercher, le trouver, lui faire des propositions, comme je disais, spécifiques, mais aussi efficaces, de rigueur, de qualité et d'assurance. Et un public en ligne. Et maintenant, le public en ligne, vous savez bien, c'est le gros marché parce que tout le monde revient à l'Internet, revient aux plateformes, aux différentes plateformes pour choisir les destinations touristiques. Donc celui du web et de ses usages, 2 milliards de personnes euh, qui peuvent être là et qui sont euh, à disposition de votre offre. C'est pourquoi ces études sont essentielles. Ils nous permettront d'établir des contacts et de faire un diagnostic pour savoir
quelle est la situation réelle et établir la faisabilité du projet. Donc, dans la création de l'itinéraire ou du produit touristique, il faut au moins 10 éléments à respecter. L'accessibilité du terrain et de l'espace du territoire et du produit, la concentration ou pas des ressources, est-ce qu'ils sont regroupés ou dispersés sur un territoire, donc il faut faire attention à cela, l'accès à la documentation sur les différents aspects de l'itinéraire, établir les différentes étapes, les explications et le parcours. Cinquième élément, les dates les plus adéquates pour réaliser l'itinéraire ou la période du produit touristique. Est-ce que c'est un produit qui dure toute l'année, des années, ou seulement un mois ou 2 mois, ou l'hiver ou le printemps? Il faut faire attention à tout cela. La durée, un aspect essentiel pour les itinéraires organisés. Combien ça va durer? Une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, 3 mois, 2 mois, un mois, 20 jours, etc. Le financement, comme tout projet, il faut estimer un budget pour la mise en œuvre de l'itinéraire et aussi les bénéfices qu'on pourra atteindre. Huitième point, la création du logo, un label, pour donner une image, ou l'image qui résume l'image, ou qui résume la réalité de votre itinéraire. La commercialisation du produit. L'itinéraire doit être commercialisé et divulgué, bien sûr, comme ultime étape dans la réalisation. Bien sûr, et toujours, il faut une évaluation comme dernier point. Ainsi prend cette capsule sa fin et je vous attends dans la troisième et dernière capsule du montage des itinéraires et produits touristiques patrimoniaux. Merci.